Donc bonjour à toutes et à tous. Merci Elisabeth pour cette invitation à venir partager avec vous en fait 10 ans de travaux de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, dont je vais dire un mot pour vous expliquer ce que c'est, qui sont donc une synthèse des travaux qu'on a menés avec un très gros collectif scientifique, non seulement montpelliérain, mais plus largement, sur la question de la façon de regarder l'alimentation aujourd'hui et en quoi l'alimentation est porteuse de la plupart des enjeux de société. Peut-être un mot d'où je parle. Moi, je suis au départ agronome de formation, et puis j'ai complété ça par un double cursus d'économie du développement à l'Université de Paris 1 et de socio-anthropologie de l'alimentation à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris également. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière au CIRAD, ici à Montpellier, de l'autre côté du zoo, où je travaille depuis maintenant 30 ans, ou plus que 30 ans, sur la question des changements de comportement alimentaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et puis depuis 15 ans également en France, où j'ai coordonné avec l'INRA, qui est devenu INRAE, donc la recherche agronomique française, un travail de synthèse. À l'époque, la bibliographie, c'était quelques centaines de papiers, il y a un peu plus de 10 ans, sur ce qui s'appelle alimentation durable. Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Pour une alimentation durable, qui était une synthèse avec 150 chercheurs français et internationaux sur ce qu'on savait, quel était l'état des connaissances scientifiques sur la question de la durabilité des systèmes alimentaires. Je vais revenir là-dessus. Et puis, avec Jean-Louis Rastoin, qui était professeur de gestion à l'Agro de Montpellier, on a créé une chaire UNESCO. Alors, une chaire UNESCO, c'est quoi? C'est un programme de travail, un programme de formation et un programme de dialogue sciences-société sur les questions alimentaires internationales, et qu'on demande à l'UNESCO de labelliser. Donc, ce n'est qu'un label. On n'est pas salarié de l'UNESCO. L'UNESCO n'a pas de moyens financiers. Donc, c'est simplement un label. Donc, c'est un gros dossier. On est renouvelé, on essaie d'être renouvelé tous les 4 ans. Donc, on est à la 5e relabellisation par l'UNESCO, qui est de plus en plus difficile et qui a une exigence de faire travailler plusieurs disciplines scientifiques ensemble, donc dans une interdisciplinarité et non pas une pas les unes à côté des autres, mais vraiment ensemble, et faire travailler les disciplines de la nutrition, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, des sciences politiques, de l'agronomie, et d'essayer d'avoir des regards croisés sur un certain nombre de problématiques contemporaines liées à l'alimentation. C'est un programme de formation, donc c'est un master spécialisé qui existe depuis maintenant 15 ans et qui forme en fait des acteurs du système alimentaire pour accompagner une transition vers des systèmes plus durables. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire plus durable. Et puis c'est enfin tout un travail de dialogue sciences-société, faire dialoguer les scientifiques avec les politiques, avec la société civile, avec les acteurs qui expérimentent des changements, et avec les entreprises, dans un contexte de plus en plus difficile où la science est mise à distance, où elle est décrédibilisée, comme l'a dit Elisabeth, par beaucoup de fake news. Et c'est tout l'enjeu, c'est de permettre quand même de garder ce dialogue entre les acteurs de la société et les acteurs du système alimentaire et le monde scientifique pluridisciplinaire. Bon, qu'est-ce que je vais essayer de vous raconter dans le temps court qui m'est imparti? D'abord, une histoire longue qui commence au néolithique de la façon dont ont évolué nos rapports à l'alimentation et qui permettent d'éclairer aussi beaucoup de choses qui se passent en ce moment et beaucoup de réactions aujourd'hui qui se passent face à ces distanciations. Et puis j'expliquerai ce que ça a voulu dire l'industrialisation de l'alimentation. Elle commence à partir du milieu du 19e siècle. Elle a un siècle d'évolution relativement lente, et puis elle va exploser à partir de la Seconde Guerre mondiale, cette industrialisation. Elle va s'étendre à l'échelle de la planète, progressivement, et elle va permettre de démentir Malthus qui disait la production agricole va beaucoup plus lentement que la population, et donc un jour on va manquer de nourriture. Et en fait, elle va démentir complètement Malthus. Non seulement on va suivre l'accroissement démographique, mais on va très nettement le dépasser et arriver à cette situation qu'on connaît depuis les années 80, de la surproduction alimentaire à l'échelle de la planète. Et donc, ça a quand même permis, du coup, de dégager une main-d'œuvre pour faire autre chose que de l'agriculture. Je vais y revenir.
Mais le problème, c'est que si ça a permis l'urbanisation, si ça a permis l'accroissement considérable de la productivité et du travail et de la terre, le problème, c'est que ça a un coût. Et que ce coût, on commence à le mesurer maintenant depuis une trentaine d'années. Très formellement, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation vient de faire un travail absolument colossal à l'échelle mondiale de calculer le coût pour l'environnement et pour la santé de l'industrialisation des systèmes alimentaires et tire la sonnette d'alarme en disant en fait on ne peut pas continuer, on ne peut pas généraliser ce modèle à l'ensemble de la planète et donc il va falloir changer de trajectoire. Et donc c'est un peu là-dessus que je vais essayer de finir et qui permettra le débat tout au long de la journée sur quelques pistes pour voir comment on arrive ou pas à changer de trajectoire, parce qu'aujourd'hui on est à la fois conscient qu'il y a besoin de changer de trajectoire et en même temps on a énormément de difficultés à le faire. Pourquoi je parle de distanciation de nos rapports à l'alimentation? Parce que quand on lit les historiens, et la France a on pourrait dire la chance d'avoir le plus gros contingent d'historiens de l'alimentation du monde, et donc énormément de travaux qui ont été synthétisés par de grands historiens sur comment a évolué notre rapport à l'alimentation, on peut l'interpréter comme des distanciations. Distanciation géographique. On va chercher notre nourriture de plus en plus loin. La colonisation a permis d'aller chercher les épices, puis l'huile, puis le sucre de plus en plus loin. On a aujourd'hui une distance entre le consommateur et le producteur qui est géographiquement qui s'éloigne. Distance également économique entre le producteur qui consommait sa propre nourriture et désormais l'agriculteur, le consommateur, pardon, notamment en ville, il y a beaucoup d'intermédiaires, des commerçants qui vont ramasser la nourriture des agriculteurs, qui vont la transformer, qui vont la distribuer, certains vont faire de la restauration, et on a une multiplication d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Distanciation cognitive, c'est qu'on est aujourd'hui en France, par exemple, très peu nombreux à avoir connu ce que c'est que la réalité d'une exploitation agricole, d'une ferme. On ne sait pas comment on cultive, on ne sait pas comment on élève les animaux, on ne sait pas comment on transforme les produits. On a perdu la connaissance directe qu'on avait quand on vivait en milieu rural et quand on était de famille rurale ou agricole. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'intermédiaires pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les OGM, c'est dangereux? Mais en fait, les gens, ils n'ont jamais appris ça à l'école. Et c'est très compliqué de le savoir. Est-ce que les pesticides, c'est si dangereux que ça? Et donc, on a aujourd'hui une très grande difficulté pour les mangeurs que nous sommes, de comprendre la complexité de ce système alimentaire. Distanciation sociale, ça veut dire que autrefois l'alimentation était un allant de soi. On mangeait ce que nos parents nous avaient appris à manger. On avait acquis des routines alimentaires au travers de la répétition des repas de nos parents. Alors qu'aujourd'hui, on vous propose une immensité de choix dans un supermarché. On vous demande d'être responsable individuellement. On a aujourd'hui énormément d'investissements sur ce qui s'appelle la nutrition personnalisée. Chacun va manger ce dont il a besoin exactement compte tenu de son état de santé. Ça veut dire que la norme sociale, ce qui était cet allant de soi, ce qui faisait qu'on ne se posait pas 1000 questions sur savoir ce qu'on mange, aujourd'hui, elle s'atténue. On parle d'anomie alimentaire, c'est-à-dire réduction de la norme sociale. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que chacun doit, en fonction de son état de santé, de son âge, de son poids, de son activité physique, etc., choisir ce qui est bon pour lui. Et avec des associations de consommateurs avec lesquelles j'ai travaillé 10 ans, qui disent aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Distanciation biologique aussi, et ça c'est toute l'anthropologie d'Escola, de Stepanov, de tous ces gens qui ont travaillé sur l'évolution de nos rapports aux vivants, qui montrent qu'on est dans des sociétés qui ont mis à distance les animaux, les plantes, les animaux qu'on peut même matraquer, maltraiter pour en extraire simplement du lait ou de la viande, avec toute la question du bien-être animal qui ressurgit aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on a considéré, en fait, ce qu'on appelait la nature comme quelque chose qui était en dehors de nous et qu'on pouvait exploiter pour nos propres besoins. Et aujourd'hui, il y a une véritable remise en cause de cette façon de se relier à ce qu'on appelle désormais les vivants autres qu'humains, considérant qu'en fait, nous sommes aussi des vivants et que nous faisons partie de cette nature. Alors même Descola, qui est le grand anthropologue qui a pensé cette affaire et qui a créé une très grande école d'influence mondiale sur cette question des rapports aux vivants, aujourd'hui propose même l'abandon du terme de nature
en disant la nature c'est un problème parce qu'on la considère toujours dans nos têtes comme quelque chose qui est extérieur. C'est quand on va dans la forêt, c'est quand on va dans la campagne, c'est là qu'on rencontre la nature. La nature, on verra, elle est au cœur de nous. On a un microbiote dans le ventre avec 100 fois plus de diversité génétique que la nôtre et avec lequel on doit apprendre à gérer notamment notre santé et notre bien-être. Et puis enfin, pas tout à fait enfin, une distanciation sensorielle. On avait au départ une appréciation de la qualité de notre alimentation qui était essentiellement liée au fait qu'on goûtait, qu'on reniflait, qu'on utilisait des sens de la proximité, des sens qui permettent de s'approcher du corps, et progressivement, avec l'industrialisation et avec aussi la création des villes, en fait, l'information sur la qualité des aliments, elle va venir par de l'information qui est indiquée sur l'étiquette. Et c'est la vue qui devient le moyen dominant, le sens dominant pour apprécier, au moment où on va l'acquérir, pour apprécier la qualité d'un aliment. Et il y a toutes les théories qui sont aujourd'hui ceux qui travaillent sur le sensoriel, qui montrent que nos sens permettent d'appréhender à des distances différentes des choses. Et la vue, c'est ce qui permet d'appréhender au plus loin. Et c'est pour ça qu'on parle de distanciation sensorielle. Et puis enfin, distanciation politique. On maîtrisait à peu près notre système alimentaire quand on était agriculteur et qu'on mangeait sa propre production. Aujourd'hui, on a une création d'un grand nombre d'intermédiaires avec la création d'oligopoles, de concentration de pouvoir, notamment sur la question des semences, ou sur la question des engrais, ou sur la question des produits phytosanitaires, ou sur la question de la grande distribution du marché international. Vous savez qu'il y a 5 acteurs dans le monde qui maîtrisent 80% du commerce international des grains. Cet oligopole qui a augmenté de 2 à 300% ses marges après la guerre en Ukraine et qui est responsable en grande partie de la hausse des prix qu'on a connue, en fait est dans une situation de pouvoir complètement maîtriser et les prix et les normes avec des capacités d'influence sur les politiques très importantes. Et donc un sentiment du citoyen, du mangeur, d'avoir perdu le pouvoir sur le système alimentaire, qu'il considère aux mains de lobbies qui font finalement plus la défense de leurs propres intérêts que la défense des consommateurs. Et toutes ces distanciations, elles génèrent beaucoup d'incertitudes, beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance même. C'est la critique de l'industrie agroalimentaire, la critique de la grande distribution, la critique des grandes entreprises, de la semence, des engrais, des produits phyto. Et donc, un mal-être, alors que finalement, on n'a jamais aussi bien mangé, autant mangé que depuis le néolithique. Et donc, on a cette espèce de paradoxe où on a à la fois une société d'alimentation très abondante, très contrôlée en termes de qualité, et en même temps une immense défiance de la part des consommateurs vis-à-vis en fait, de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Et en réaction, et c'est ça qui permet de comprendre aussi beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui, des recherches de proximité. Proximité géographique, c'est privilégier le local, ce qui vient de pas loin. Proximité économique, c'est pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, la vente directe, les marchés paysans, ce qu'on appelle les circuits courts, qui se sont considérablement développés en France. Tout ce qui est la nouvelle mode de l'éducation à l'alimentation, les cours de cuisine, les émissions pour permettre aux gens d'essayer de comprendre comment fonctionne le système alimentaire et le renouveau de l'éducation alimentaire. L'apparition, en particulier sur les réseaux sociaux, de prescripteurs alimentaires, c'est-à-dire de gens qui vous disent comment bien manger, et qui sont aujourd'hui des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles normes sociales qui émergent pour vous expliquer comment être vegan, comment être végétarien, comment respecter le bien-être animal, comment moins manger de gluten, etc., etc. Et donc la prise en main de nouveaux prescripteurs sociaux pour apaiser en fait votre difficulté à faire votre choix optimal vous-même. En matière de proximité biologique, bah, c'est ce dont j'ai parlé, et c'est tout l'appel à retrouver une autre forme de relation avec les animaux. C'est derrière le mouvement du bien-être animal, mais c'est aussi toute l'émergence des nouvelles formes d'élevage, avec un élevage plus respectueux, plus soigneux, et plus respectueux en fait de l'entité vivante que sont les animaux. Sensoriel, c'est par exemple toutes les écoles du goût, et puis politique, on en dira un mot cet après-midi dans la 3e table ronde, avec
avec Patrice Ndiaye, c'est ce qui s'appelle la démocratie alimentaire, avec la capacité des citoyens de reprendre un peu de pouvoir pour essayer d'orienter le système alimentaire. Alors, quelques mots sur qu'est-ce que ça veut dire l'industrialisation de l'alimentation. C'est quoi l'industrialisation? C'est d'abord l'usage massif des ressources non renouvelables. Le système, avant le 19e siècle, il est entièrement solaire. Toute la production de biomasse est destinée et utilise l'énergie solaire pour produire, non seulement on verra de la nourriture, mais des tas d'autres choses. Et ce qu'on découvre à partir du 19e siècle, et notamment en Angleterre avec le charbon, puis avec le pétrole, le gaz, etc., puis surtout avec les mines de phosphate et de potasse qu'on commence à exploiter, qui sont en fait des concentrations, et qui ne sont plus, qui font qu'on n'a plus besoin de boucler les cycles de nutriments. C'est la découverte d'un procédé qui permet de capter l'azote de l'air pour le mettre dans le sol, qui s'appelle le procédé Haber-Bosch, et qui va donner l'azote chimique. Et ça veut dire qu'on bascule d'un système qui était de recyclage complet et de plein de dispositifs qui permettaient de gérer la fertilité avec les arbres, avec les animaux, avec les légumineuses, à un système dans lequel on peut se passer de ça et utiliser des ressources minières. Et puis bien évidemment, la ressource énergétique majeure qui va permettre la mécanisation, qui va permettre du coup, avec le moteur, d'affranchir le travail manuel de l'agriculteur en grande partie. Ça va accélérer l'extension des surfaces et notamment la déforestation. La mécanisation va considérablement accélérer la déforestation parce qu'on a des outils qui permettent d'aller plus vite pour déforester. Alors c'est intéressant, c'est de se rappeler que l'histoire du système alimentaire et son changement n'est jamais venu de l'intérieur, est toujours venu de l'extérieur. Et ce sont en particulier le génie génétique et le génie chimique qui ont complètement bouleversé les technologies de l'agriculture. Et ce n'est pas des évolutions internes, mais c'est les apports extérieurs. Alors c'est l'apport de l'industrie chimique, avec en particulier Haber-Bosch, qui est vraiment une révolution absolue. Et puis derrière, c'est aussi toute l'industrie des phytos, des produits phytosanitaires. Et puis en matière de génie biologique, c'est l'amélioration variétale que pratiquaient les paysans, mais qui va beaucoup plus vite avec l'invention de l'hybridation et puis après des OGM et de tout ce qui vient de ce génie biologique. Je crois qu'on va en parler aussi ce matin. Donc ça se traduit comment, très concrètement, cette industrialisation? Ça se traduit par une augmentation absolument considérable de la productivité. Productivité de la terre, c'est-à-dire le rendement, on produit plus par hectare, et productivité du travail, on produit plus par agriculteur. Alors vous la voyez en bleu, c'est l'indice de la production agricole mondiale depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et vous voyez qu'on n'est pas sur la courbe linéaire que Malthus avait constaté avant le 19e siècle, bien sûr. Malthus, c'est bien avant la révolution industrielle. Et quand on la ramène par habitant, en rouge, on voit qu'on a augmenté la production agricole plus rapidement que la population. Donc on a complètement démenti Malthus. Mais surtout, ce qui a fondamentalement changé, c'est qu'il faut se rappeler qu'au départ, avant la révolution industrielle, la production de biomasse, elle a 4 finalités essentielles. Elle a la finalité de produire de la nourriture, bien sûr, c'est celle à laquelle on pense en premier, mais elle produit énormément d'énergie. C'est le bois de chauffe, ce sont les animaux de trait, on se déplace en diligence, on se déplace à cheval, c'est l'huile d'éclairage, et c'est comme ça tous les usages énergétiques de la biomasse qui représentent une partie importante des surfaces agricoles jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça produit des matériaux, ça produit de l'isolation avec les pailles, c'est avec ça qu'on fait le torchis, ça produit bien évidemment du bois d'œuvre avec lequel on construit, ça produit du cuir, du coton, de la laine. On a aujourd'hui encore quelques traces de ça, mais ça va être remplacé, on va le voir avec la révolution industrielle, par d'autres finalités. Et puis enfin, la biomasse, ça produit des fertilisants. Les animaux qui transfèrent de la fertilité des zones de pâturage vers les zones de culture, les légumineuses qui captent l'azote de l'air et qui la mettent dans le sol, les arbres et les plantes à pivot qui vont chercher les nutriments très profondément dans le sol, qui la remontent, et puis les feuilles tombent sur le sol et enrichissent le sol. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et donc ça veut dire que notre biomasse, avant la révolution industrielle, elle a ces 4 finalités et qui sont en compétition. Et c'est pour ça que Malthus, lui, quand il constate l'évolution de la production agricole, il a peur, parce qu'il dit, mais
finalement, si on doit suivre la population, on n'y arrive pas, parce que en fait, on va manquer de nourriture. Qu'est-ce qui se passe avec la révolution industrielle? Effectivement, on garde la nourriture et on va même considérablement augmenter la production de nourriture. L'énergie, on va surtout aller la chercher dans les mines. On va remplacer l'énergie renouvelable fournie par la biomasse, par le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium et aujourd'hui les terres rares pour faire fonctionner toute l'énergie du soleil. Les matériaux, on va les remplacer par l'acier, le ciment, tous les matériaux qui permettent l'isolation. Et puis les fertilisants, j'en ai parlé tout à l'heure, on va les remplacer par les mines et les Haber-Bosch, et donc la captation de l'azote de l'air. Ce qui veut dire qu'en termes de surface destinée à la biomasse, celle-ci va être essentiellement consacrée à la production de nourriture. Et c'est ça qui va permettre cette augmentation considérable de la productivité alimentaire. Maintenant, je regarde, non pas la production agricole, mais seulement la production de nourriture. Et je transforme tous les produits que nous cultivons ou que nous élevons en calories. En calories, qui est un moyen de pouvoir additionner des carottes, du riz je sais n'importe quel produit de l'huile, etc. Et qu'est-ce que je constate? La grosse courbe bleue, c'est l'apport calorique par personne et par jour à l'échelle de la planète. Et puis vous avez différentes courbes est-ce que j'arrive? Ah oui, voilà. Donc ça, c'est la courbe bleue, c'est l'évolution de la disponibilité alimentaire par personne et par jour, en moyenne. Ça, c'est calculé par les Nations Unies tous les ans, depuis 1960. Et ça permet de voir qu'en fait, depuis les années 80, grosso modo ici, à l'échelle planétaire, on dépasse le seuil considéré minimal pour assurer nos besoins caloriques, estimé un peu variable selon les pays, mais en moyenne mondiale à 2500 kcal par personne et par jour. Vous, dans cette salle, votre consommation, pour vous donner un ordre d'idée, elle est plutôt autour de 2000 calories par personne et par jour. Si vous avez une activité physique intense, vous allez monter un peu, mais voilà. Mais pour avoir une marge de sécurité, pour tenir compte du fait que tout le monde ne mange pas la même chose, la FAO estime à 2500 kcal. Et c'est intéressant de voir que tous les pays du monde, aujourd'hui, sont sortis de cette situation d'insuffisance de production alimentaire et qu'on est en surproduction alimentaire à l'échelle mondiale, avec une grande partie qui est gaspillée. Et puis je vous le rappelle quand même, la moitié de la surface agricole de biomasse utilisable est consacrée aujourd'hui à l'alimentation animale. On a une marge de manœuvre absolument colossale pour pouvoir continuer de nourrir 10 milliards, 12 milliards d'habitants, compte tenu du fait que si on réduit un peu l'usage de la production céréalière et de la production de légumineuses pour nourrir les animaux, on regagne une capacité de production absolument considérable. Même l'Afrique, qui est intéressante à regarder, même l'Afrique est sortie maintenant, depuis une petite vingtaine d'années, en moyenne, alors ça dépend après des pays, mais de cette situation de sous-production. Ce qui fait qu'il faut qu'on change notre logiciel de conception de la question alimentaire mondiale, qui a été très longtemps, et c'était parfaitement justifié, il faut arriver à augmenter la productivité partout, il faut augmenter la production alimentaire partout, donc priorité à l'augmentation de la production, c'est ça l'enjeu majeur. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on est sorti de cette situation, qu'on a aujourd'hui une épidémie d'obésité à l'échelle mondiale qui est considérable, parce qu'en fait, on a trop longtemps privilégié l'apport calorique, et pas assez la diversification alimentaire et les autres problèmes nutritionnels, on va y revenir. L'augmentation de la productivité du travail, le fait qu'un agriculteur peut désormais nourrir 10 personnes alors qu'avant il pouvait nourrir 1,2 personnes, a permis de l'urbanisation. Il n'y aurait pas eu d'urbanisation s'il n'y avait pas eu ce système-là. Donc si on est dans cette salle, c'est aussi grâce à l'industrialisation de l'alimentation, puisqu'on n'est pas ce matin obligé d'aller cultiver des pommes de terre pour nous nourrir et d'aller cultiver notre propre nourriture. Donc ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ce système qui a beaucoup de limites aujourd'hui, il a permis l'urbanisation, il a permis en fait le développement considérable des secteurs du secondaire, l'industrie, et du tertiaire, les services, et de laisser juste une poignée d'agriculteurs capables de nourrir toute une population. Bon,
Le problème, c'est que ça fait maintenant 30 ans qu'on se rend compte qu'il y a des limites à ce modèle, et que ce modèle génère des externalités, comme on les appelle, qui sont bien évidemment d'ordre environnemental. Je vais passer assez vite et je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais juste pour vous les rappeler. Les questions environnementales, elles sont de deux types. D'un côté, la surexploitation et l'épuisement des ressources, et en particulier des ressources renouvelables, ou une exploitation trop rapide des ressources renouvelables. Ressources, alors, biodiversité, je l'ai mis à la limite presque en dehors des ressources, parce que je ne considère pas que la biodiversité est une ressource. C'est une vision très anthropocentrée de considérer que le vivant est une ressource pour les humains. Si on considère que les humains font partie des vivants et qu'il faut penser d'autres relations. Mais je les ai mis là quand même. La chose la plus grave dans le domaine agricole, c'est l'effondrement de la biodiversité, la disparition de beaucoup d'animaux, et d'animaux qui de fait sont utiles à la production agricole et qui la menacent très directement, mais d'une façon plus générale, la disparition des animaux, l'épuisement de l'énergie, hop, ça va trop vite, l'épuisement de l'énergie fossile, c'était un peu petit pour que vous arriviez à voir, des mines de phosphore, et je pourrais rajouter la potasse parce qu'on commence à se rendre compte qu'on a totalement épuisé les mines d'Alsace de la potasse, on est obligé d'aller les chercher aujourd'hui au Canada, mais qui sont aussi en épuisement. La surexploitation des ressources halieutiques et du poisson qui s'est complètement effondrée, la surexploitation de l'eau et la pollution majeure de l'eau qui n'est plus utilisable, et puis dans certaines zones, en fait, la raréfaction et la perte des sols, notamment quand il n'y a plus assez de matière organique et qui ne tiennent plus. Ça, c'est le premier problème, surexploitation et épuisement des ressources. Et le deuxième grand type de problème, c'est ce qu'on appelle la saturation des milieux. Saturation des milieux, c'est bien évidemment les émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle mondiale, le système alimentaire de la production à la consommation, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. C'est 25%, un peu moins de 25% en France, dans les pays industrialisés, mais à l'échelle mondiale, on est au tiers. C'est la pollution à tous les résidus, à tous les engrais. Les engrais font pousser les plantes. Quand elles arrivent dans l'eau, elles font pousser les plantes des eaux. Ça s'appelle les algues, ça s'appelle l'eutrophisation. Et c'est la pollution des milieux aquatiques par les algues. C'est les milieux qui sont saturés, qui se saturent aujourd'hui en résidus chimiques. C'est à la fois les résidus de pesticides, les résidus médicamenteux, et puis un certain nombre de résidus de métaux qui proviennent notamment des engrais. Vous avez vu la découverte de la pollution par les phosphates marocains. Et puis ce qui a fait l'objet de beaucoup de travaux ces derniers temps et de conventions internationales, c'est la pollution plastique, à la fois au macro et au microplastique. Ça, c'est la saturation des milieux. Après, il y a toute la question de la santé et de la nutrition. À la fois les questions de nutrition, mais je pense que Nicole Darbon, bonjour Nicole, qui vient d'arriver, va en parler. C'est à la fois le maintien et l'apparition dans certains pays, par exemple en Inde, de nouvelles carences, et notamment des carences en fer, par l'évolution des modes de culture, qui font qu'on a une moindre diversification des cultures. C'est, bon, vous en avez tous entendu parler, ce que certains appellent l'épidémie d'obésité, donc le surpoids, l'obésité, qui gagne tous les pays du monde, les résistances microbiennes, et puis les intoxications, non pas des milieux, mais des humains, en l'occurrence, aux résidus chimiques, résidus de pesticides, résidus médicamenteux et autres résidus de produits, notamment issus des mines de phosphate. Problème en termes socio-économiques, c'est qu'on a un maintien considérable de la pauvreté, avec, vous l'avez peut-être entendu ou vu dans les statistiques de la FAO, depuis l'après-guerre, mais surtout depuis 1960 où on était capable de le mesurer, le nombre de gens qui sur la planète souffraient de sous-alimentation a diminué jusqu'à il y a 8 ans. Et depuis 8 ans, on a un complet renversement de tendance, c'est la première fois que ça arrive, et donc aujourd'hui, d'année en année, on a de plus en plus de gens sur la planète qui sont en situation de sous-alimentation, alors que vous avez vu les chiffres, on est depuis les années 80 en surproduction alimentaire à l'échelle mondiale, y compris dans des pays qui étaient longtemps en sous-production, Afrique et Asie, et qui sont aujourd'hui désormais. Donc ce paradoxe-là, et qui fait que en fait, l'enjeu, il n'est pas qu'on ne produit pas assez de nourriture pour ces gens-là, mais c'est qu'en fait, ces gens sont trop pauvres,
que la répartition des terres est très inégale et que les gens n'ont pas les capacités de produire ou pas de capacité d'accès. On aura bientôt les chiffres de l'accroissement de la sous-nutrition à l'échelle mondiale. Eh ben, un des chiffres qui va faire considérablement monter, c'est Gaza. Et Gaza, ce n'est pas un problème qu'on n'arrive pas à produire assez, c'est un problème que c'est la guerre. Et c'est ce que nous montrent la FAO, le PAM et le FIDA, les trois organisations des Nations Unies. Ce sont aujourd'hui les réfugiés climatiques, les réfugiés liés à la guerre, qui font exploser le nombre de gens qui souffrent de sous-alimentation. C'est la grande inéquité dans la répartition des revenus, de la marge, entre le producteur et le distributeur. On sait que c'est finalement l'aval de la chaîne, la transformation et la distribution, dans lesquelles se font les plus gros profits et les plus grosses marges par rapport à celles des producteurs. Et puis enfin, ce sont des questions de gouvernance, avec une concentration des pouvoirs, une opacité et une impunité d'un certain nombre d'entreprises qui continuent effectivement de défendre leurs intérêts et bloquent un certain nombre d'évolutions. On a commencé à calculer le coût. Je vous invite à regarder notamment les rapports de la FAO. 10% du PNB est consacré à réparer les dégâts du système. Et à l'échelle française, il y a eu un calcul très intéressant des dépenses publiques. 48 milliards d'euros en 2021 pour soutenir le système industriel, 19 milliards d'euros pour en réparer les dégâts, avec un chiffre qui augmente d'année en année. Un travail qu'on a fait avec une cinquantaine de chercheurs pour le compte de la Commission européenne et de la FAO sur les risques. Le constat qu'en fait les risques se combinent, se multiplient et génèrent des crises localisées avec des départs de population, avec des vrais effondrements dans certaines situations, et que l'enjeu du futur n'est pas simplement d'arriver à moins exploiter les ressources, retrouver des moyens durables, mais c'est aussi d'être capable de tenir dans des situations qui vont être de plus en plus instables. Une très forte dépendance de nos systèmes à certains pays. On l'a découvert avec l'Ukraine, on l'a découvert avec Taïwan au moment du Covid, on l'a découvert sur le fait qu'on avait des systèmes très interconnectés, mais très instables, et qui font qu'aujourd'hui, on est très soumis à des acteurs ou à des pays sur lesquels on a peu de maîtrise, que ce soit dans nos systèmes techniques ou que ce soit dans le recours à nos intrants. En France, les engrais que nous utilisons ne sont pas produits par nous, ils sont totalement produits par d'autres. Alors on aura peut-être le temps dans la journée de discuter de ça, de beaucoup d'innovations sociales qui émergent et dont qu'est-ce qu'on peut en faire, des entreprises qui sont en train de changer de modèle, des comportements individuels sur lesquels on a compris que essayer d'éduquer les gens, mais je reviendrai cet après-midi là-dessus, ça ne fonctionne pas et qu'il faut jouer sur les environnements alimentaires. Changer les rapports de force pour arriver à rééquilibrer et permettre aux citoyens d'exprimer la façon dont ils veulent construire leur alimentation et transformer nos rapports au vivant. Mais ça, je pense que ça va être l'objet de toute la journée. Et je m'arrête là et vous remercie de votre attention.